La vidéo d'aujourd'hui vous présentera la banalité du mal d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, née en 1906 en Allemagne, est l'une des plus brillantes intellectuelles et philosophes du XXe siècle. Elle a longuement étudié le totalitarisme, l'existence et la politique, et ses ouvrages continuent d'influencer la pensée contemporaine. Née dans une famille juive, Hannah Arendt suit des études supérieures de philosophie, théologie et philologie. Elle assiste notamment au cours de Martin Heidegger en 1925. Le philosophe allemand qui influence grandement l'existentialisme, a une profonde influence sur sa vie intellectuelle et personnelle. En 1933, après avoir été inquiétée par la Gestapo, elle quitte l'Allemagne nazie pour la France. Elle parvient à atteindre les États-Unis en 1941 et s'installe à New York. Arendt écrit pour plusieurs journaux durant cette période et, en 1951, elle publie son ouvrage majeur, Les origines du totalitarisme. Elle est également conférencière en sciences politiques dans des universités prestigieuses. À partir de 1961, elle est chargée par le New Yorker de couvrir le procès du nazi Adolf Eichmann. Les articles qu'elle publie et le livre tiré de ses réflexions, Eichmann à Jérusalem, provoquent l'incompréhension et font polémique. La philosophe y développe son concept de banalité du mal, selon lequel cet homme est un simple rouage qui n'a fait qu'obéir au système nazi. Elle devient en 1963 professeure titulaire à l'université de Chicago, puis à la New School for Social Research de New York en 1967. Son dernier ouvrage, La vie de l'esprit, est publié de manière posthume en 1978. Elle meurt à New York en 1975 à l'âge de 69 ans. Le livre qui intéresse ici est justement Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Hannah Arendt suivait le procès, comme déjà dit, en 1961 pour le compte du magazine The New Yorker et éditera ce livre 2 ans plus tard, en 1963. Un post-scriptum sera inséré en 1964 pour élucider certaines positions prises par l'auteur l'année précédente, et les thématiques abordées sont d'abord la description du procès, du rôle d'Eichmann dans le procès et dans l'engrenage nazi, un compte-rendu de la solution finale et finalement quelques élucidations concernant la banalité du mal qu'elle avait exposées dès la première édition du livre, qui feront partie surtout du post-scriptum inséré en 1964. Mais alors, qu'est-ce que la banalité du mal ? Hannah Arendt explique la banalité du mal par le fait qu'Eichmann aurait exécuté les ordres impartis sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Il n'aurait mesuré la portée morale de ses actions et aurait obéi machinalement à des ordres venus du haut de la hiérarchie, tâchant de les exécuter au mieux. Si l'on cite Hannah Arendt, on peut lire « Plus on l'écoutait, plus on se rendait à l'évidence que son incapacité à parler était étroitement liée à son incapacité à penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre. Il était impossible de communiquer avec lui, non parce qu'il mentait, mais parce qu'il s'entourait du plus efficace des mécanismes de défense contre les mots et la présence des autres, et, partant, contre la réalité en tant que telle. Il faut justement ici tenir compte qu'Hannah Arendt note le fait qu'Eichmann n'est pas stupide dans sa conduite, mais il démontrait un manque de pensée. Comment s'explique donc ce manque de pensée ? C'était un homme dépourvu de motivation. Ici, quand on parle de motivation, nous parlons de motivation telle qu'une propension à la violence, des aspects psychologiques de la personne qui pousserait à exécuter ses ordres. Donc un homme dépourvu de ces motivations-là, démontrant une absence de pensée et faisant usage d'un langage stéréotypé, un langage bureaucratique qui facilite justement son détachement de la réalité, des actions qu'il a menées. Son incapacité à penser était donc une incapacité à se mettre à la place d'autrui, à penser selon le point de vue d'autrui. Mais pourquoi donc le mal fait par Eichmann était-il banal ? Hannah Arendt utilise pour la première fois cette expression pour souligner qu'il n'y avait pas de trace évidente de mal absolu chez la personne imputée. De plus, il n'y avait pas la certitude que ses actes auraient répondu à des convictions idéologiques fortes, ni à une personnalité maligne de base. Si l'on cite ici Hannah Arendt, les actes étaient monstrueux, mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu'on jugeait alors, ici Eichmann, était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. En somme, nous pouvons dire que la banalité du mal se caractérise par une incapacité de penser. Sur 2 facettes. Il y a d'abord une incapacité de penser à l'intérieur d'une organisation hiérarchique énorme comme l'était le régime nazi.
Eichmann faisait partie d'une machine bureaucratique qui relativise les conséquences de ses actions. Tout ce qui concerne l'extermination des Juifs est cité par euphémisme comme solution finale, au lieu de génocide, extermination des Juifs. Ou alors, traitement spécial remplacera les chambres à gaz. Vous voyez ici que les règles de langage inventées par les nazis contribueront à le priver de la conscience de ses actes. Ces euphémismes distancient Eichmann des conséquences de ses actions. De l'autre côté, la banalité du mal se caractérise par l'incapacité d'être affecté par ce que l'on fait et le refus de juger. Elle révèle une absence d'imagination, cette aptitude à se mettre à la place d'autrui. Lors de son interrogatoire à Jérusalem, Eichmann explique pendant des mois à l'officier de police qui l'interroge, un juif allemand, la terrible injustice qu'il a subie en ne dépassant jamais le grade de lieutenant-colonel, avec la certitude d'éveiller chez lui une légitime sympathie. Voyez justement ici qu'Eichmann, au lieu de se demander les conséquences que pouvaient avoir ses actes, il faisait preuve, disons, d'injustice envers lui, du moment que le travail qu'il a effectué avec tant d'efficacité n'avait pas été repayé par les dirigeants nazis en obtenant une promotion, au lieu de se demander si la conséquence de ces actes qui étaient ici au final dotés des vies était juste ou erronée. C'est précisément cette absence de pensée qui a pu être interprétée comme une façon d'ôter toute responsabilité à Eichmann. Vous voyez, à mauvais escient, car Arendt ne disculpe en aucun cas Eichmann de ses actes. Ceci dit, certaines critiques ont tout de suite été soulevées envers le travail d'Hannah Arendt pour élucider certains traits de son étude qui auraient été défectueux. Par exemple, est-ce qu'Eichmann n'agissait vraiment pas selon son idéologie, l'idéologie nazie? Son antisémitisme est parfaitement attesté, tout comme le fait qu'il fait avancer l'extermination des Juifs d'Europe de manière tout à fait intentionnelle. Aussi, il est imprégné par cette funeste philosophie nationale-socialiste envers les Juifs, mais il faut dire qu'Hannah Arendt ne pouvait avoir accès à toutes ces informations lors de son écriture, car elles ont été attestées par la suite. Aussi, était-il uniquement une pièce du rouage bureaucratique nazi, ou était-il, comme parfois démontré, un dirigeant entreprenant qui jouait un rôle majeur dans la prise de décision? Raoul Hilberg dit que la bureaucratie nazie réclamait d'inventivité de la part de ses agents. Eichmann n'était pas tout simplement soumis aux ordres sans y réfléchir. David Cesarani montre qu'Eichmann avait des talents de négociateur très fins, et c'est lui qui s'occupe des affaires diplomatiques autour de la déportation des Juifs. On voit très bien que le Eichmann historique n'est ni médiocre, ni sans initiative, ni sans pensée. De plus, les réponses aux questions du juge montrent qu'Eichmann était bien fourni d'une pensée lui permettant d'évaluer la portée morale et éthique d'une action. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le langage d'Eichmann, lorsqu'il dit souvent qu'il exécutait uniquement les ordres, n'était pas un langage prémédité? N'utilise-t-il pas a priori un langage lui permettant de se distancier de ses actes? Comme nous avons vu auparavant, Eichmann utilise un langage bureaucratique qui lui permet de prendre de la distance de ses actes et donc de se disculper. N'y a-t-il pas ici une volonté d'occulter des traits personnels derrière cette formalité langagière? Ce sont des traits qu'Hannah Arendt n'a pas tellement pris en compte dans son étude sur Eichmann. Mais finalement, que faut-il retenir de cette banalité du mal, surtout en rapport avec notre livre sur les hommes ordinaires? Il faut retenir que la banalité du mal se définit par le mal n'est pas spécifiquement œuvre de personnes malignes, mais aussi par des personnes ordinaires. Si l'on cite Hannah Arendt dans La vie de l'esprit, elle dit les actes étaient monstrueux, mais le responsable était tout à fait ordinaire. Comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Comment expliquer donc que des hommes ordinaires accomplissent un travail monstrueux? Le manque de pensée, de conscience, des actions malignes effectuées sans réfléchir à leur portée morale ou éthique. Eichmann serait donc l'homme banal, car c'est à cause du manque de pensée, à cause de la banalité de l'exécution d'un ordre, que des actes monstrueux ont été accomplis par un homme ordinaire. Hannah Arendt ne veut en aucun cas disculper Eichmann, elle veut tout simplement démontrer que le mal peut être fait par le plus ordinaire des hommes, qui n'avait pas de pensée violente ou maligne au préalable. Ceci s'est vu par la suite
dans les expériences de Milgram ou d'autres expériences sociales sur la soumission à l'autorité. Dans un documentaire consacré au procès Eichmann, un spécialiste, documentaire d'Eyal Sivan et Ronnie Broman, sorti en salle en 1999, on trouve un éclairage intéressant sur la notion de crime administratif, qualifié de vrai crime moderne. Ronnie Broman précise: il y a toujours eu des génocides dans l'histoire de l'humanité, mais le crime administratif apparaît avec les États modernes, centralisés, fondés sur une répartition des tâches poussée à l'extrême. Ce ne sont que ces deux conditions qui permettent un tel crime. Chaque crime est unique, mais ils ont tous quelque chose en commun. Un appareil étatique bien développé et la délégation de la responsabilité individuelle à l'autorité supérieure. Ceci est quelque chose d'essentiellement moderne. Il faut aussi rappeler les expériences du psychologue américain Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité. Lors de ce protocole expérimental, environ 65% des volontaires n'ont pas hésité à obéir aux ordres qu'on leur donnait, allant jusqu'à envoyer des décharges potentiellement mortelles à une personne sans défense. Un tiers seulement des sujets ont réagi en refusant l'ordre. L'expérience de Milgram démontre ici la vérité de l'hypothèse d'Arendt. En effet, ce n'est pas la propension à la violence qui peut être ici le facteur explicatif pertinent, mais une tendance à la docilité, à la servilité, à l'obéissance aveugle aux ordres. Et c'est justement là que réside l'explication des actes d'Eichmann. Les caractéristiques de notre civilisation de masse, bureaucratie, toute puissance de l'État, un individu qui est ravalé au rang de moyen de la masse, contribuent en effet à annihiler la conscience de l'homme comme principe de réflexion sur la distinction entre le bien et le mal.